Salut à tous, donc deuxième épisode pour ce qui est de notre aventure du côté de l'Auto-Soudal. Et là, il y a plein d'objectifs. On va peut-être pas tous les traiter dans cet épisode-là, mais on va essayer d'être le plus efficace possible. Alors, Paris-Nice se termine avec la 8e étape, où Tish Benoît prend une 3e place. Au général, il va être 10e. Je n'ai rien joué et je n'ai pas donné des consignes d'offensive particulières. Sur Tirreno, on n'a rien réussi à attraper de particulier, c'est bien dommage. En même temps, notre équipe n'est pas capable de jouer sur les deux tableaux, surtout si on veut respecter les objectifs du sponsor. Et donc, direction Milan-San Remo pour le premier monument de l'année où je vais essayer de jouer deux cartes. La première carte, c'est Tish Benoît qui gagne en puncher. Ça, c'est la première carte. Deuxième carte, donc en accompagnement de cette première carte, si j'ose dire, Benoît, il y a une pré-attaque de Wellens pour déjà un peu secouer le cocotier. Et deuxième option, c'est l'option Grapple, bien sûr. Et à ce moment-là, je prévois de Bucher comme poisson pilote. Mais encore faut-il qu'ils soient encore tous les deux, qu'ils soient encore aux avant-postes après le Poggio, ce qui est loin d'être gagné. Voilà. Donc là, on a avancé parce que quand même, autant aller directement du côté de la Cipressa. On voit que j'ai essayé de faire rouler Kekeler et malheureusement, ce dernier n'a pas été en mesure de quoi que ce soit. Alors que j'aurais bien aimé dynamiter un petit peu la course par son intermédiaire. Et peu à peu aussi, il faut quand même faire remonter Benoît et Greipel, même s'il n'y a pas le feu. Hein. C'est pas, c'est rarement dans la Cipressa que ça se joue. Néanmoins, déjà, faut pas être totalement attardé. Donc, toujours le temps de se remettre dans la descente et dans le replat qui précède le Poggio. Donc, on a passé sans encombre la Cipressa et maintenant, on va s'occuper de faire remonter un peu tout le monde. Voilà. On fait remonter tout le monde aux avant-postes parce que dans pas longtemps, c'est le Poggio. Et là, au moment du Poggio, l'offensive première, c'est un second couteau que je lance, si c'est possible en tout cas. Alors ça dépendra un petit peu de la forme de ce qui reste comme barre d'effort à chacun. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de punchers dans cette équipe. L'Auto-Soudal, je pense que ça fera partie des priorités de recrutement dès le 1er août suivant. Donc, faire rouler quelqu'un à bloc. Vous voyez, on n'est pas loin du Poggio. Faire rouler quelqu'un à bloc, ensuite enchaîner avec Wellens, qui n'est pas à son pic de forme. Hein. Wellens, il est là un peu en touriste, histoire de venir filer un coup de main. Deuxième fusée donc Wellens, et dans l'idéal, troisième fusée Benoît, qui va jusqu'au bout. Ça, c'est le scénario idéal. Et puis sinon, il va falloir, si ça ne marche pas, il va falloir essayer de faire en sorte que Grapple ne décroche pas totalement, parce que sinon, on peut le payer très cher et ne plus avoir aucune carte à jouer à l'arrivée. Donc là, vous voyez, j'accélère après l'effort qui a été bref du coéquipier. C'est Wellens qui en a mis une, mais je vois qu'en fait, il est un petit peu à court de conditions. Donc c'est Benoît. Là, on a une attaque de Van Poppel. J'essaie de prendre la roue, mais en fait, le mec s'arrête. Gaviria, mais non, en fait, c'est juste pour se replacer. Du coup, j'accélère, mais attention, on est bientôt au sommet. J'accélère avec Wellens, et là, j'en fais péter une avec Benoît. Voilà. Donc, très peu de coureurs s'accrochent. Il y a quand même notamment Kwiatkowski qui fait partie des légers échappés.
Et là, je me dis, de toute façon, perdu pour perdu, Benoît ne gagnera pas au sprint. Il faut essayer d'en faire péter là, dans la descente. Benoît n'est pas un mauvais descendeur, bien au contraire. C'est donc l'occasion d'essayer de tenter quelque chose. Et par miracle, nous n'avons pas été suivis. Personne n'a pris la roue de Benoît. Et ce dernier s'engage déjà sur la Via Roma. Ce qui veut dire que ça sent très 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 bon. Greg Van Avermaet fait ce qu'il peut, mais non. Il ne reviendra probablement pas, parce que vous voyez que son attitude est celle d'un coureur battu. Voilà, on voit la dégaine. Voilà. On vient de gagner Milan-San Remo avec Tish Benoît. C'est un grand moment. Je vous cache pas que j'étais pas super confiant avant la course, même si j'avais une petite idée derrière la tête, puisque j'en avais parlé au départ, et je crois même en avoir un peu évoqué la chose lors de l'épisode 1. Donc victoire essentielle, parce que j'avais envie de tenter quelque chose avec Benoît. Si ça se confirme, je vous dirai quoi exactement. Peut-être que certains ont deviné. En tout cas, je chasse les monuments, voilà, 3 petits points. Donc, grosse victoire. On va passer à la suite après avoir regardé le classement de San Remo. Donc pendant que nos amis Wellens et Van Endert se préparent, continuent à accumuler les kilomètres, il y a un objectif intéressant, c'est cette course d'un jour qui s'appelle les 3 jours de Bruges-La Panne. Et vu le profil de la course en question, il est évident qu'on va plutôt viser une arrivée au sprint. Et qui dit arrivée au sprint dit Greipel, éventuellement de Buchel en poisson pilote, et Benoît en électron. En fait, ce à quoi il faut faire super gaffe, c'est à pas trop fatiguer Benoît. Voilà. Parce que j'ai d'autres idées derrière la tête pour lui, à commencer peut-être par le GPE3. Mais alors qu'une chute survient à l'arrière, ah bah dites donc, ils ont pas attendu. Chute à l'arrière, donc heureusement on avait des coéquipiers, on va pouvoir pousser un petit peu les efforts. Regardez, il y a Wallace qui s'occupe de ramener tout le monde. Bon, ça va, on est au tout début, donc c'est pas dramatique. Il vaut mieux chuter maintenant qu'à 5 km de l'arrivée, hein. On est d'accord. Puis en fait, cette course, sur laquelle les cadors ne sont pas alignés, hein, va être une succession de trous à combler pour certains de nos coureurs, notamment Greipel, qui vous le voyez d'ailleurs sur cette image-là, ne fait pas partie du groupe de tête. Greipel va devoir être ramené. Alors voilà, ça va se faire, heureusement. Greipel n'aime pas beaucoup les vallons. Il n'a pas une note exceptionnelle, je crois qu'il est à 67, quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir assez facilement des cassures, on peut assez facilement le perdre. Là encore, une cassure, et vous voyez que, mine de rien, le trou, bon, il y a Benoît qui s'est fait piéger là aussi. Il y a finalement que Seberg qui reste à l'avant, pardon. Et voilà, encore une fois, on est obligé de reboucher un trou. Ça n'arrêtera pas, il y avait beaucoup de vent. Et on pense être revenu. Et bam, ça repète. C'est-à-dire que, regardez, hop là, allez, c'est parti. Il faut reboucher un trou. C'est compliqué, hein. Voilà, il y a beau ne pas avoir les tout meilleurs coureurs alignés sur cette course, la difficulté est d'un autre ordre. C'est qu'on a tout le temps tendance à perdre nos leaders sur des accélérations, voilà, alors on va revenir, mais je trouve un truc intéressant dans PCM 18. Parfois, c'est très difficile de boucher les trous. Et ça, c'était pas pareil dans 2017 et dans les versions qui précédaient.
Dans les versions qui précédaient, globalement, quand vous étiez revenu à 2-3 vélos d'un groupe, 2-3 longueurs de vélo, eh bien, vous reveniez de manière automatique. Alors que là, il y a moyen de relâcher et de nouveau se prendre un trou et de nouveau devoir consommer de l'énergie. Voilà. Alors donc, bon, je vous ai fait un montage. Hein. On arrive là sous la bannière des 5... On a dépassé la bannière des 5 km. On est même à moins de 4 km de l'arrivée. Ziberg a donné tout ce qu'il a pu. Mais vous voyez, j'essaye d'emmener avec Benoît et de Buchor Greipel au sprint. Mais ce coquin de Greipel lâche. Puis alors là, je me retrouve face à un bug qu'on rencontre parfois lorsqu'on ne fait pas attention. Vous savez, quand vous demandez à un coureur de suivre un autre et que par erreur de clic, vous demandez à l'autre de suivre le premier. Alors là, bonjour. Hein. Je vous dis pas le va-et-vient, le jeu pète un plomb. Du coup, je zappe Debu sur le qui était fatigué. Et je vais demander simplement à Benoît de lancer un petit peu les hostilités. Greipel a bien refait son retard. Heureusement, il a beaucoup de capacité d'accélération. Attention, Arnaud démarre dans la roue de Greipel. Faire attention. Puis là, je lâche les chevaux. En espérant que Greipel tiendra le coup, il lui reste de la barre, et on va au bout. Voilà une bonne victoire. Celle-là, elle me fait plaisir, parce que elle arrive après une course difficile, et sur un sprint quand même relativement correctement amené. Donc, on voit qu'en plus, ça nous profite entre San Remo et celle-ci. On a enfin une projection positive pour la fin d'année, c'était essentiel, sinon on met la clé sous la porte. Et on a déjà donc réussi 2 objectifs et demi, j'ai envie de dire. Voilà, 2 objectifs et demi sur 3. Et là, on va aller sur une course hyper fondamentale. Bonjour à tous et bienvenue à Harelbeke. Cette classique flandrienne est une véritable répétition grandeur nature, une semaine avant le monument des Flandres. Le parcours recense 15 monts et 5 secteurs pavés tout au long des 210 km. Parmi eux, les vieux Quarmont et Paterberg sont assurément les plus sélectifs en fin de parcours. Mais l'enchaînement se fait cette fois dans l'ordre inverse de ce que l'on voit traditionnellement sur les autres courses de la région. Et oui, c'est le GPE3. Alors, on va tout de suite du côté du vieux Quarmont, puisque jusque-là, les choses ont été plutôt calmes. On voit Peter Sagan qui commence à durcir très fortement la course. Gilbert arrive un petit peu à le suivre, et pour notre part, on va avoir bien du mal, on va bien piocher. Benoît n'est pas en mesure de prendre la roue ni de Sagan, ni de Gilbert, ni on le voit d'ailleurs juste derrière lui de Terpstra. Donc bon, dur. Sagan a donc repris les échappées, mais surtout Sagan est seul devant les favoris. Cela dit, on le reprendra, je n'ai pas fait d'effort exprès. Et moi j'attendais mon heure. En fait, il y a ici le Knokteberg, pardon. Et c'est ça que j'attendais moi pour essayer d'en placer une grosse attaque avec notre puncher Benoît. C'est vrai hein, qu'il est à majorité puncher quand même si c'était un coureur de classique du Nord. Mais Sagan nous a accompagnés et il n'est pas seul. Il y a aussi Nassen, Van Avermaet. Bon, ce petit groupe ira très loin. Mais j'essaye quand même de dynamiter les choses une dernière fois. Parce que je vois une petite difficulté, regardez là, boum. J'essaye de tout donner en fait sur cette toute petite côte pour quand même avoir tenté et ne pas avoir de regrets. Et malheureusement, je serai repris quelques hectomètres plus tard. Bon, je crois qu'il va falloir s'y résoudre. On est bon pour une arrivée au sprint. Là, on est dans les 10 derniers kilomètres. Retour à nouveau de nos 4 compères. Alors moi, je prends délibérément la roue de l'ami Peter Sagan. Voilà.
Et même si ça ne me permettra pas de gagner, au moins ça me permettra d'arracher une 4e place. Voilà, derrière, Matt Terpstra, ok. Rien à... et Philippe Gilbert, pardon. Voilà. Donc, ok. Mine de rien, ça nous fait un objectif de plus qui est réalisé. Et il n'y a plus qu'à enchaîner à Gant-Wevelgem. Je vous dis à très très vite pour l'épisode 3 où nous essaierons d'avancer encore sur ces classiques flandriennes.